Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez toujours l'élan africain et nous vous en remercions. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche, en Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, a perdu sa majorité parlementaire. Le parti de Nelson Mandela doit maintenant construire une coalition gouvernementale. Les tractations ont déjà débuté. Le président sénégalais espère le retour des États du Sahel au sein de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bassirou Diomaye Faye était jeudi au Mali et au Burkina Faso. Le courant ne passait plus entre le Bénin et le Niger. Les autorités des deux pays se jetaient mutuellement la responsabilité de la fermeture actuelle des frontières entre les deux nations. Bienvenue encore. Déçu par un résultat électoral pas à la hauteur de ses attentes, l'ANC d'Afrique du Sud cherche maintenant à construire une coalition gouvernementale et pour cela, le parti se dit humble et affirme vouloir parler avec tout le monde. L'ANC a remporté un peu plus de 40% des voix lors des élections du 29 mai, mercredi dernier, perdant ainsi sa longue domination sur la politique sud-africaine. L'ANC a remporté toutes les élections nationales précédentes depuis le vote historique de 1994, qui a mis fin au régime de la minorité blanche et l'apartheid, mais au cours de la dernière décennie, les Sud-Africains ont vu l'économie stagner, le chômage et la pauvreté grimper, et les infrastructures s'effondrer, entraînant des pannes d'électricité régulières. C'est donc un vote sanction qui a eu lieu mercredi dernier. L'ANC doit construire une coalition gouvernementale pour continuer à gouverner, mais il ne va pas gouverner seul. Et forcément, on va revenir sur ce dossier lors de nos prochaines émissions en suivant surtout justement l'évolution des négociations, des pourparlers, des tractations entre l'ANC et les autres partis politiques. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, lors de sa première visite officielle au Mali jeudi, a déclaré avoir évoqué la question du maintien dans l'organisation régionale, la CEDEAO, avec son homologue malien, qui n'était pas totalement inflexible au sujet, selon Bassirou Diomaye Faye. Le Mali et ses voisins, le Niger et le Burkina Faso, tous dirigés par des juntes militaires, ont annoncé en janvier qu'ils quitteraient la CEDEAO, la principale organisation politique et économique de l'Afrique et de l'Ouest, mettant ainsi fin à des décennies d'intégration régionale. Les trois pays ont formé un pacte de défense et de coopération connu sous le nom de l'Alliance des États du Sahel et envisagent de créer une confédération. Le Sénégalais Faye, élu en mars dernier, a déclaré qu'il tenterait de persuader les autorités maliennes de rester au sein de la CEDEAO. J'ai passé beaucoup de temps à en discuter avec le colonel, entendez le colonel Goïta, comme l'a déclaré justement jeudi Faye à la radio d'État malienne. Je comprends la position malienne qui, bien que rigide, n'est pas totalement inflexible, a-t-il dit. Il a déclaré que toutes les parties doivent travailler ensemble pour trouver des moyens positifs de renforcer l'intégration, notamment à travers la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les erreurs que nous avons constatées dans la coopération multilatérale, a insisté Bassirou Diomaye Faye. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à voir choses intégrées sans rien faire, un outil d'intégration formidable dans sa conception, dans le résultat qu'il nous a apporté et qui a été cité en exemple, a déclaré Bassirou Diomaye Faye. Je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions,
une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aller, nous disputer s'il le faut, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre et d'avoir plus de compassion, de se sentir davantage concerné, parce que le fléau, il y a toujours une zone de démarrage, mais quand on voit aujourd'hui l'expansion, on sait qu'aucun pays n'est épargné, ni directement ni indirectement, et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale, mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples, et qu'elle continue à être cela et qu'elle continue surtout à être un cadre où nous allons adresser ensemble les défis communs que j'ai cités tantôt. Les 3 États du Sahel ont officiellement notifié à la Commission de la CEDEAO leur décision de quitter la plateforme par les notifications écrites et datées du 29 janvier, ce qui, selon le traité, signifie qu'ils seraient encore liés par l'adhésion jusqu'à 1 an à compter de cette date. Bassirou Diomaye Faye a également rendu visite jeudi au président burkinabé, au capitaine Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, la capitale. Nous avons également évoqué le sujet de la CEDEAO. Je comprends aujourd'hui les positions. Nous avons également évoqué le sujet de la CEDEAO. Je comprends aujourd'hui que les positions sont un peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions une fenêtre d'ouverture qui permet d'établir un fil de dialogue, a déclaré Faye, selon le porte-parole de la présidence burkinabé. Le président béninois Patrice Talon a exprimé jeudi son incompréhension face au maintien de sa fermeture de la frontière côté Niger, qui entrave les échanges commerciaux entre les deux pays, et en particulier l'exportation du pétrole nigérien via le littoral béninois. Les relations entre les voisins ouest-africains sont tendues depuis qu'un coup d'État de juillet 2023 au Niger a conduit l'organisation régionale de la CEDEAO à imposer des sanctions économiques pendant plus de 6 mois. Les flux commerciaux dans la région devaient se normaliser avec la levée des sanctions, mais le Niger a maintenu ses frontières fermées aux marchandises en provenance du Bénin. Il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole, a déclaré Patrice Talon lors d'une conférence de presse. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de son minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger, a ajouté le président béninois Patrice Talon. Patrice Talon a indiqué que la délégation nigérienne n'a apporté aucune réponse aux inquiétudes exprimées à Niamey par son ministre des Mines, Samou Seydou Adambi. Au moment où je vous parle, je n'ai reçu aucune précision ou information de la part de nos frères nigériens dans le sens attendu par tous, a déclaré le président Patrice Talon. Le 15 mai, le Bénin est revenu provisoirement sur sa décision de bloquer les exportations de pétrole nigérien via son port et a accepté
de tenir une réunion entre les deux pays, avait alors déclaré le ministre Adambien. Mais aucune solution à long terme n'a été encore trouvée. Patrice Talon a déclaré qu'il avait écrit une lettre d'apaisement au président de transition nigérien, Abdourahmane Tiani, et a demandé à Adambi de remettre en personne, mais que Tiani n'avait pas reçu le ministre. Je fais le tour du monde pour demander aux gens de venir investir en Afrique et me voilà témoin de ce qui rend les investisseurs réticents, a déclaré Patrice Talon dans son discours télévisé jeudi soir. Mais je garde espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne tardera plus, car il n'y a aucune raison de justifier la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Le temps de protestation et de sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est révolu, a indiqué Patrice Talon. Mais du côté nigérien, les autorités estiment que c'est plutôt la position du Bénin qui rend les relations entre les deux pays très tendues. Écoutez à ce propos le Premier ministre du Niger. Si le jour-là, le chef de l'État, le général Tchani, n'était pas disponible, c'est parce qu'avec toutes les équipes de sécurité, ils étaient en train d'analyser la situation de l'attaque qu'il y a eu à Boni, et on sait d'où viennent ceux qui sont venus provoquer le désordre et la désolation. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, quand le chef de l'État béninois dit que le contenu de son message était un message d'apaisement, alors qu'il précise que c'est pour annoncer que tant que la frontière n'est pas ouverte, rien ne saurait se faire, sachant pertinemment que la position de notre pays est le maintien de la frontière fermée pour raison de sécurité, on s'interroge qu'est-ce que ça veut dire, sachant que nous avons cette position et dire que c'est un message d'apaisement. Il faut s'interroger. Le troisième et dernier élément, il n'a pas fait cas du renvoi par nos représentants du port. Nous avons des inspecteurs qui y étaient. La police béninoise a été chargée de les chasser. Ça, vous le savez. Est-ce que cela est normal? Dans les accords, à la fois bilatéraux et tripartites, il faut que toutes les parties soient présentes au moment où on doit faire les chargements. Mais si on chasse nos représentants, dites-moi, est-ce qu'il faut charger le brut nigérien à l'absence de nos témoins qui sont nos dignes représentants? Donc on reviendra un peu plus en détail. Nous continuons à dire que le Niger n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive. La responsabilité de notre pays, c'est l'observation stricte de tous les accords qui ont été signés, à la fois avec les Chinois, mais également avec le Bénin. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi en faveur de la prolongation de l'embargo sur les armes contre le Soudan du Sud, malgré les appels du pays, de l'Union africaine et d'une demi-douzaine de pays, dont la Russie et la Chine, à lever ou au moins à assouplir la mesure restrictive. La résolution parrainée par les États-Unis a obtenu 9 oui au sein du Conseil composé de 15 membres, avec 6 pays s'abstenant, à savoir la Russie, la Chine, le Mozambique, l'Algérie, la Sierra Leone et la Guyane. La résolution prolonge également les interdictions de voyager et le gel des avoirs des Sud-Soudanais figurant sur la liste noire des sanctions de l'ONU jusqu'au 31 mai 2025. Mais l'ambassadrice adjointe de la Russie à l'ONU, Anna Evstigeneva, a accusé les États-Unis d'ignorer toutes les avancées positives du Soudan du Sud et de se concentrer sur les sanctions qu'il présente comme une sorte de panacée à tous les problèmes du pays. Elle a qualifié les sanctions de lourdes et a noté les appels à le relever du Soudan du Sud et de l'Union africaine et a déclaré « Il est clair qu'à ce stade, de nombreux régimes de sanctions du Conseil, y compris celui du Soudan du Sud, sont dépassés et doivent être réexaminés. »
L'ambassadrice du Soudan du Sud à l'ONU, Cecilia Adeng, a déclaré à son tour au Conseil que les sanctions entravent les progrès et a réitéré l'appel du pays à la levée des mesures. L'élimination de l'embargo sur les armes nous permettra de construire des institutions de sécurité solides nécessaires au maintien de la paix et la protection de nos citoyens, a-t-elle déclaré. Le pays a sombré dans une guerre civile en décembre 2013, 2 ans seulement après l'indépendance du pays, qui a permis au Soudan du Sud de se détacher du Soudan. Cette guerre est largement fondée sur la division ethnique lorsque les forces fidèles à l'actuel président Salva Kiir ont affronté celles fidèles à l'actuel vice-président Riek Machar. La guerre, qui a fait plus de 400 000 morts et plus de 4 millions de déplacés, a pris fin avec l'accord de paix de 2018 réunissant Salva Kiir et Riek Machar au sein d'un gouvernement d'unité nationale. Selon l'accord, les élections devaient avoir lieu en février 2023, mais elles ont été reportées en décembre 2024. Début avril, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a mis en garde les parlementaires contre la tentation de s'accrocher au pouvoir quelques semaines seulement après que le vice-président Riek Machar ait proposé un nouveau report des élections. Un rapport rédigé il y a 2 semaines par les experts surveillant les sanctions contre le Soudan du Sud a indiqué que les élections constitueraient une étape importante et a averti que les dirigeants du pays manquaient d'autant pour garantir que les attentes divergentes n'alimentent pas de nouvelles tensions et conflits. L'ambassadrice Cecilia Adeng a déclaré au Conseil que son pays s'engageait à garantir que les prochaines élections se déroulent de manière pacifique avec la pleine participation de toutes les parties prenantes. Le Soudan du Sud reste déterminé à travailler avec la communauté internationale et nos partenaires régionaux pour parvenir à un avenir pacifique et prospère pour tous les Sud-Soudanais, a-t-elle déclaré. Nous appelons le Conseil de sécurité à soutenir nos efforts en adoptant des mesures qui facilitent plutôt qu'entravent nos progrès. Le gouvernement sud-soudanais a rejeté mercredi la demande du secrétaire d'État américain Antony Blinken de reprendre les négociations avec les forces de soutien rapide FSR à Djeddah, invoquant l'absence de consultation préalable et la nécessité d'établir des bases de paix. Mardi, Antony Blinken s'est entretenu avec Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain du Soudan, de la reprise des négociations de Djeddah, de la facilitation de l'aide humanitaire et de la fin du conflit en cours entre l'armée et les forces de soutien rapide FSR. Nous n'irons pas à Djeddah, lieu des négociations en Arabie Saoudite, et quiconque veut que nous y allions nous tuera dans notre pays et y amènera nos corps, a déclaré le vice-président du Soudan, Malik Agar. Agar a exprimé son mécontentement face à ce qu'il percevait comme une approche irrespectueuse du secrétaire Blinken en demandant la participation d'Al-Burhan à Djeddah sans consulter le gouvernement. Il a souligné avec force la position du gouvernement déclarant aller à Djeddah ne se fera que sur nos cadavres. Fin de citation. Malik Agar a souligné l'inefficacité des négociations passées en demandant qu'est-ce que la délégation gouvernementale a réalisé auparavant à Djeddah. Quel est le but de revenir maintenant? Les négociations de Djeddah, initiées en mai 2023 sous la médiation saoudo-américaine, ont été suspendues à plusieurs reprises en raison de violations des trêves convenues. Agar a affirmé que le conflit actuel, bien qu'enraciné dans les problèmes soudanais, les problèmes internes, a été influencé et exacerbé par des acteurs étrangers, notamment les États-Unis,
l'Union européenne et des Émirats arabes unis. Mercredi, le ministère soudanais des Affaires étrangères a accueilli favorablement l'invitation égyptienne à un sommet de groupes politiques et civils, mais a posé des conditions sur les types de groupes et d'acteurs étrangers à inviter. Dans sa déclaration, Malik Agar a suggéré qu'un sommet séparé pour les partis politiques et civils qui se tiendrait à Addis Abeba détournerait l'attention de l'objectif de mettre fin à la guerre. Les FSR, les forces de soutien rapide, se sont déclarées ouvertes aux négociations, même si aucune des deux parties n'a respecté jusqu'à présent les engagements pris lors des cycles précédents. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin d'Afrique Hebdo de ce dimanche 2 juin 2024. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle les principaux titres que nous avons essayé de développer. En Afrique du Sud, l'ANC a perdu sa majorité parlementaire. Le parti de Nelson Mandela devra maintenant construire une coalition gouvernementale avec d'autres forces politiques. Le président sénégalais espère le retour des États du Sahel au sein de la CEDEAO. Bassirou Diomaye Faye était jeudi au Mali et au Burkina Faso. Le courant ne passait pas du tout entre le Bénin et le Niger. Les autorités des deux pays se jettent mutuellement à la responsabilité de la fermeture des frontières actuelles entre les deux pays. Et voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve dimanche prochain, 9 juin 2024. D'ici là, passez une excellente semaine. Au revoir.